Bonsoir à toutes et à tous. Et donc, tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre présence au deuxième forum des projets urbains du Grand Ouest. C'était une première à Bordeaux et nous avons dépassé 200 personnes. Donc, pour nous, c'était important et c'est un vrai succès pour cette première à Bordeaux. Et je voudrais encore une fois remercier Bordeaux Métropole pour ce soutien et également nos partenaires ADIM et BPD Marignan. La journée a été riche autour de sujets qui nous touchent tous et qui sont passionnants, l'urbanisme, la ville, les territoires. Je crois que tous ici, vous participez à la construction d'une ville active et attractive, pour reprendre les termes d'Alain Juppé de ce matin, une ville accueillante pour ceux qui y vivent, mais également pour ceux qui y travaillent, une ville soucieuse des questions sociales et environnementales, et où les espaces publics sont désormais au cœur des projets urbains. Je veux vous dire également qu'au-delà de la journée du forum, donc d'aujourd'hui, nous, le groupe FICAD et avec InnovaPress, nous relayons vos projets dans nos magazines. Je pense bien évidemment au magazine Très Urbain, dont vous allez découvrir dans les prochaines semaines une nouvelle formule, mais également via le guide des projets urbains que vous avez dû avoir, et au sein de la rubrique documentation de notre site internet, dans laquelle on retrouve chaque projet détaillé. Ce que je veux dire, c'est que les FPU en région bénéficient de toute notre force de communication pour relayer et mettre en avant les projets présentés au cours de la journée. Avant de passer la parole à nos invités, je voudrais vous dire quelques mots sur notre programme de l'année. Les 17, 18 et 19 mai prochains, nous organisons un voyage des projets urbains à Barcelone. Alors, je pense qu'Ariella vous en a à peu près parlé à tous. Pour reprendre ces mots, ce voyage vous offrira une traversée de l'histoire récente de l'urbanisme de cette ville mythique, du renouveau de la démocratie dans les années 80 à l'expérience actuelle qui souhaite faire la ville pour tous sous l'égide du mouvement Podemos. Il offrira de nombreuses visites avec la rencontre des acteurs qui font vivre ces expériences. Donc vous l'aurez compris, c'est un voyage à ne pas manquer. Le nombre de places est limité, nous sommes pratiquement au quota. En d'autres mots, ne tardez pas à vous inscrire. En juin se déroulera la 3e édition d'un événement qui s'appelle les Défis urbains, qui est un prix original qui récompense les villes et leurs initiatives. N'hésitez pas non plus, c'est gratuit. Inscrivez vos candidatures jusqu'au 20 avril sur le site défisurbains.com. Le jury, présidé par Marie-Christine Vatoff, se réunira courant mai et nous vous donnons rendez-vous le 18 juin prochain à Paris, au Grand Hôtel Intercontinental, pour la cérémonie de remise des prix. En septembre aura lieu la 3e édition du Forum des projets urbains de la Méditerranée à Montpellier cette année et le 13 novembre prochain, la 18e édition du Forum des projets urbains à Paris. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos activités, vous pouvez consulter notre site internet innovapresse.com. Voilà, je m'arrête là. Je laisse donc la parole à notre rédactrice en chef Marie-Christine Vatoff et à nos invités pour la séance plénière sur donc, le thème de la LGV et de ses impacts sur les territoires. Merci encore à tous pour votre participation et à bientôt. Merci Gaël Chervet. Alors, le TGV, catalyseur d'urbanité ou amplificateur d'inégalité, ou les deux. Le TGV, en tout cas, a été très attendu par les territoires. Pour en parler, nous écouterons Marie Delaplace, professeure d'aménagement et d'urbanisme à l'École d'urbanisme de Paris et directrice adjointe du Lab Urba. Jean-Christophe Chadançon, directeur d'équipe projet urbain à l'AURBA. Et Jean-Marc Beignet, directeur de Laval-Mayenne Aménagement. On commence avec Marie Delaplace, qui n'a pas pu se joindre à nous faute de train, mais qui a bien voulu enregistrer ce matin son intervention en vidéo. Donc, on va pouvoir lancer la vidéo. De ne pas être avec vous, et les raisons de mon absence aujourd'hui viennent finalement conforter une partie de mes propos, à savoir que l'infrastructure TGV ne peut pas tout, la LGV ne peut pas tout, faut-il encore qu'il y ait du service, c'est-à-dire de la desserte. Alors vous voyez sur cette diapositive, les attentes sont extrêmement diverses et variées en termes de dynamique économique locale.
Vous avez sur cette diapositive une publicité faite pour Bordeaux, LGV to Bordeaux, ça anime à grande vitesse depuis le 2 juillet 2017, et vous le savez mieux que moi pour ceux qui habitent Bordeaux. Et on voit bien finalement ici ce qui est attendu de cette grande vitesse, ça permet de passer finalement ce TGV à la vitesse supérieure, et avec cette image en fait qui correspond finalement à une application de réalité superposée où vous voyez derrière un avion dont je ne sais ce qu'il est, c'est sans doute un mirage ou quelque chose comme ça. Bref, donc on a des attentes diverses et variées concernant l'arrivée de la grande vitesse. Il faudrait investir dans les villes qui profitent de la LGV, Paris-Bordeaux, et investir dans les villes qui profitent de la LGV Paris-Bordeaux, ça signifie bien qu'il y a un impact positif de cette ligne à grande vitesse sur ces villes. Alors c'est vrai de Bordeaux, mais c'est vrai aussi de Rennes. Le prolongement de la ligne à grande vitesse entre en service le 2 juillet, c'était la même chose, mais la ligne Bretagne-Pays de la Loire. Et Rennes fait le pari d'une attractivité plus forte. Alors ce pari d'une attractivité plus forte est évidemment accompagné par des collectivités qui investissent de manière à rénover le quartier de la gare. Et là aussi, campagne de publicité, Bretagne passée à l'ouest. Ici aussi, les voisins sont bruyants, sous-entendu, ben voilà, vous êtes à 1h30 de Paris, mais c'est comme si vous étiez à Paris, puisque ici aussi, les voisins sont bruyants. Donc on voit bien qu'on a des attentes pour des grandes villes associées à cette arrivée de la desserte ferroviaire à grande vitesse. Les LGV et les dessertes TGV participent en effet à la définition de l'attractivité et à la structuration spatiale des métropoles. Une métropole, c'est quoi? C'est en effet un nœud qui concentre, mais aussi ensuite rediffuse des flux. Et donc les transports sont un élément absolument clé dans cette concentration et dans cette rediffusion des flux sur ce qu'on peut qualifier d'interland de ces métropoles. Alors pour participer de cette attractivité, on a également des politiques publiques qui sont mises en œuvre et qui vont améliorer l'image du quartier, l'image de la ville. On a cette idée que le TGV, c'est finalement un outil au service de la modernité et de l'amélioration de l'image. Ces quartiers sont améliorés en termes de fréquentation, en termes d'accessibilité. La gare devient un hub urbain. Et finalement, le TGV est bien un outil au service de projets urbains. Alors une remarque tout d'abord, ce TGV finalement est un outil au service de projets urbains et du marketing territorial, mais ça n'est pas récent. Ça n'est pas récent. Vous regardez Lyon-Part-Dieu, donc la gare là c'est 1983, la construction du quartier Lyon-Part-Dieu. C'était déjà cette gare TGV, même si le TGV est arrivé à Lyon en 1981. En 83, donc c'est à la gare de la Part-Dieu que la desserte se fait, et on a déjà des grands projets avec des bureaux, l'idée d'un quartier d'affaires. C'est exactement la même chose qui se produit en 1993 à Lille avec la construction donc d'Euralille autour de la gare Lille-Europe, avec une volonté ferme là aussi des élus de profiter de cette arrivée de la grande vitesse ferroviaire au sein de la métropole, puisque Pierre Mauroy s'est battu pour que cette ligne à grande vitesse, elle desserve Lille en son centre. Plus récemment, donc, Euro-Rennes, avec ce pôle d'échange multimodal, puisque lorsqu'il y a une ligne à grande vitesse, lorsqu'il y a un TGV, il est absolument nécessaire de repenser finalement l'ensemble des modes de transport au départ de la gare. Et la gare devient ce pôle d'échange multimodal où on va pouvoir prendre le métro s'il existe, le tramway, les bus, etc. au sortir de cette gare. Toujours Rennes, un outil au service des projets urbains dans les métropoles. Et vous voyez donc ce quartier de gare qui est totalement repensé suite à l'arrivée de la ligne à grande vitesse. Alors au passage, à la fois pour Rennes et pour Bordeaux, on avait déjà des dessertes TGV avant. Simplement, c'est la ligne, cette fois-ci, l'infrastructure à grande vitesse, qui va générer des politiques publiques de façon à dynamiser que l'on suppose, dynamiser ces quartiers. Alors cela étant, les résultats ne sont pas toujours à la hauteur. Il n'y a pas toujours d'attraction de sièges sociaux. À Lille-Europe, par exemple, le quartier Euralille, eh bien, on a un turnover dans les locaux et dans les bureaux qui ont été construits très important. Autrement dit, c'est des entreprises et des commerces qui viennent et qui repartent. Et ce n'est pas nécessairement d'ailleurs du tertiaire supérieur. Cela étant, dans les métropoles, on a une arrivée qui,
lorsqu'elle est combinée avec des projets de territoire, combinée avec de véritables projets de territoire, contribue à modifier l'image de la ville ou pour la ville. Cela étant, quid pour les villes moyennes? Puisque des villes moyennes sont aussi desservies par TGV, d'ailleurs beaucoup plus fréquemment par TGV que sur TGV sur ligne à grande vitesse, j'y reviendrai, eh bien on a aussi des projets parfois très ambitieux, avec des pôles d'échange multimodaux. Là aussi, on voudrait attirer des entreprises du tertiaire. Alors pourquoi toujours ce tertiaire? Parce que le tertiaire aujourd'hui, c'est le secteur d'activité qui est le plus créateur d'emplois. Alors il y a tertiaire et tertiaire, bien sûr, mais ce qui est recherché, c'est l'attraction du tertiaire supérieur. On voudrait attirer des populations, attirer des touristes, etc. Alors, un exemple d'une ville qui n'est pas une ville moyenne, qui est une ville intermédiaire. Alors, le directeur de l'agence Invest in Reims, quand il m'entend parler de Reims et de dire que c'est une ville intermédiaire, que c'est une ville moyenne, est totalement furieux, puisque pour lui, Reims, c'est une métropole. Donc, Reims a été desservie par la ligne à grande vitesse est-européenne en 2007, dans le quartier Clermarais, qui est le quartier au centre, mais aussi, je vais y revenir, dans un autre quartier, un quartier périphérique, qui est le quartier de la gare Champagne-Ardenne, donc la gare qui est sur la ligne d'interconnexion. Eh bien, sur ce quartier Clermarais, on a eu un projet urbain extrêmement important, avec 70 000 m² de bureaux, de locaux, alors que auparavant, à Reims, on avait 10 000 m² de bureaux qui étaient construits par an. Là, c'était 70 000 m² de bureaux d'un coup, mais aussi des logements, puisque la collectivité souhaitait particulièrement cette mixité fonctionnelle avec des commerces, des bureaux et des logements. Donc, un projet de renouvellement autour de la gare centre, qui était une gare ancienne et qui était avec un quartier un petit peu dégradé, mais également, comme je l'évoquais à l'instant, eh bien, un projet autour de la gare périphérique, la gare Champagne-Ardenne. Alors, gare périphérique, elle n'est pas au milieu de nulle part, hein, ça n'est pas une gare betterave, c'est une gare qui est localisée à 8 km à peu près du centre de Reims, mais en fait, entre les limites de l'agglomération de Reims et la gare, il y avait grosso modo 1 km non construit, et aujourd'hui, ces espaces sont de façon croissante construits. Eh bien, une ZAC donc, de 172 hectares au sud de l'agglomération a été prévue, avec, là encore, 60 hectares dédiés au tertiaire haut de gamme, avec des locaux professionnels, des logements, des espaces verts, et puis on vend bien sûr le caractère de carrefour de communication avec le TGV, le TER, qui a été financé d'ailleurs par la région Champagne-Ardenne, mais aussi le département des Ardennes, le tramway qui arrivera plus tard, et puis bien sûr, ce qui est commun aujourd'hui, de l'Internet très haut débit. Donc on voit bien qu'il y a aussi une volonté autour des gares périphériques, mais comme l'ont montré les travaux de Valérie Facchinetti-Manon de l'Université de Dijon, eh bien finalement, autour des gares périphériques, on a souvent un certain nombre de difficultés à valoriser ces parcs d'activités. Le parc de Vendôme, qui a été mis en place donc à la fin des années 80, ce parc de Vendôme, aujourd'hui, il y a 6,6% simplement de la surface qui est occupée. Donc on voit bien que ces parcs d'activités et ces projets autour des gares périphériques ne fonctionnent pas nécessairement. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui fait que finalement ces projets dans les villes moyennes ne fonctionnent pas? Eh bien tout d'abord, ces villes moyennes sont caractérisées par une relativement faible qualification des emplois. Vous regardez ici sur cette diapositive la croissance annuelle du nombre de cadres de 68 à 2013. On voit que cette croissance, finalement, elle est relativement voisine pour la première période, 68-99, sur l'ensemble des aires urbaines, selon leur taille, mais qu'en revanche, sur les périodes les plus récentes, 1999-2006, mais encore plus 2006-2013, eh bien, vous avez une croissance qui est beaucoup plus faible pour les aires urbaines de plus petite taille. Donc, ces villes moyennes, elles ont moins de cadres que les plus grandes villes, elles ont moins d'emplois de fonctions métropolitaines supérieures. Or, qui utilise le TGV, excepté pour une dimension loisir? Eh bien, ce sont les cadres et les personnels les plus qualifiés. Autre élément qui peut expliquer que dans les villes petites et moyennes, finalement, la valorisation de la grande vitesse, elle est quand même assez compliquée, c'est que ces villes petites et moyennes ont des moyens financiers limités qui, de fait,
entrave les politiques de valorisation. Vous avez ici les moyens, le potentiel financier par habitant sur cette diapositive, j'aurais dû l'indiquer d'ailleurs, le potentiel financier par habitant sur la diapositive en fonction de la taille de la commune, et vous voyez très clairement que plus la commune est grande et plus le potentiel financier par habitant est important, ce qui amplifie encore évidemment les moyens pour les villes les plus importantes. Alors, autre élément qui est significatif dans la difficulté que peuvent avoir finalement ces villes petites et moyennes à valoriser la desserte, eh bien c'est que, en tout cas en France, ça n'est pas nécessairement le cas dans tous les autres pays, mais en France vous avez des dessertes sur ligne à grande vitesse, mais vous avez aussi des dessertes sur ligne classique, sur ligne conventionnelle. Vous voyez sur cette carte, vous avez en bleu les lignes à grande vitesse, donc les dernières qui ont été construites entre Le Mans et Rennes, et puis entre Tours et Bordeaux, et puis le contournement ici, Nîmes-Montpellier. Vous avez la ligne LGV Nord, la LGV Paris-Lyon, puis ensuite la LGV Sud-Est, en bleu, mais vous avez toutes ces villes en noir, qui sont elles aussi desservies par TGV, mais en même temps, elles sont desservies par TGV sur ligne classique, avec une partie quelquefois sur ligne à grande vitesse et une partie sur ligne classique. Vous regardez par exemple ici Rethel, dont la desserte d'ailleurs est aujourd'hui en question. En tout cas, il y a un certain nombre de craintes. Rethel, eh bien, oups, alors évidemment, je vais y arriver, voilà, non, c'est pas ça. La modernité, voilà, c'est encore avant, et voilà, je vais y arriver. Donc, cette Rethel qui est ici est desservie par TGV sur ligne classique pour le tronçon entre Reims et Rethel, mais en revanche est desservie sur ligne à grande vitesse pour le tronçon entre Paris et Reims. Alors, c'est important parce que, évidemment, les gains d'accessibilité sont différents en fonction de la desserte sur ligne classique ou sur ligne à grande vitesse. Alors justement, cette question de la desserte et de la qualité du service dont je parlais au départ, eh bien vous voyez que lorsque les villes sont localisées sur la ligne à grande vitesse, ces villes qui sont localisées sur la ligne à grande vitesse, c'est-à-dire celles qui bénéficient de l'amélioration de l'accessibilité la plus importante, sont toujours, enfin en tout cas dans une forte proportion, des villes dont la taille de l'aire urbaine est importante. En revanche, les villes de plus petite taille sont moins souvent localisées sur la ligne à grande vitesse et donc elles bénéficient moins de l'amélioration de l'accessibilité que procure cette ligne à grande vitesse. Par ailleurs, le nombre moyen d'aller-retour vers Paris, je le disais au début de mon intervention, ce qui est important, c'est bien le service. Le service, c'est-à-dire la qualité de la desserte, la fréquence, les origines-destinations. Eh bien, quand vous regardez ce nombre moyen d'aller-retour vers Paris, vous voyez que, en fonction du nombre d'habitants dans l'aire urbaine, et c'est totalement compréhensible, mais en même temps c'est tout à fait significatif, quand on est dans des petites aires urbaines, eh bien on a un nombre moyen d'aller-retour vers Paris qui est beaucoup plus faible. Et donc ça n'est pas du tout la même chose d'être desservi par 2-3 allers-retours par jour vers Paris, que d'avoir 10, voire pour les plus grandes villes, 20 allers-retours par jour vers Paris. Et de surcroît, ces dessertes TGV sont parfois remises en question. Alors, Beaune-Paris, la desserte du TGV en gare de Beaune est supprimée. Voilà, donc c'est une suppression de cette desserte TGV qui était annoncée donc en Bourgogne. Le train Bordeaux-Lille ne s'arrêtera plus en gare de Douai. Pour 2018, les aménagements prévoient que le Bordeaux-Lille ne s'arrête plus en gare de Douai. Donc si le Bordeaux-Lille ne s'arrête plus en gare de Douai, eh bien évidemment le nombre d'allers-retours, en tout cas le nombre de destinations possibles pour les habitants de Douai diminue. Et vous avez sur cette carte, finalement, l'ensemble des gares TGV, donc des gares dans lesquelles s'arrêtent les TGV, avec le nombre de voyageurs par jour. Et on a des craintes aujourd'hui, notamment suite au rapport Spinetta, on avait des craintes sur la fermeture des plus petites gares. Vous voyez, toutes ces gares qui sont en bleu sont des gares qui ont moins de 700 voyageurs par jour, et il y a parfois des interrogations, en tout cas les élus avaient des interrogations sur le fait que ces dessertes pouvaient être supprimées dans l'avenir. Alors je précise que la fréquentation, c'est la fréquentation tout train confondu, de gares qui sont desservies par TGV. Donc on voit que ces villes petites et moyennes, elles sont aussi
confrontés à une inégalité en termes de services, puisque la fréquence est moins importante, et dans un certain nombre de cas, il y a des remises en question de cette fréquence. Alors finalement, pour conclure, eh bien, le TGV est-il un outil au service des dynamiques locales? Le TGV, oui, c'est un outil au service des dynamiques locales, mais c'est un outil dont l'efficacité dépend d'un certain nombre de conditions. Cette efficacité dépend des caractéristiques socio-économiques des villes. Faut-il encore que, d'un point de vue économique, les agents puissent avoir l'utilité de l'usage du TGV? Et donc, le tertiaire supérieur, qui est particulièrement caractérisé par une utilisation de ces dessertes ferroviaires à grande vitesse. Si vous n'avez pas de tertiaire supérieur dans la ville, eh bien, vous n'aurez pas un usage très important. De la qualité de la desserte, je l'ai déjà évoqué, qualité de la desserte en termes de modification des temps de parcours, en termes d'origine-destination, jusqu'où vous pouvez aller et d'où vous pouvez venir, jusque dans la ville desservie. Cette efficacité dépend de la localisation de la gare, qu'elle soit centrale ou périphérique, et dans un certain nombre de cas, on montre que les gares périphériques ne sont pas les plus à même de permettre une dynamisation économique du territoire. Cette efficacité de la desserte TGV et de la ligne à grande vitesse derrière dépend des potentialités d'usage et d'appropriation. Les potentialités d'usage par les populations, est-ce qu'elles ont besoin finalement d'utiliser cette desserte à grande vitesse? Mais au-delà de l'usage, il y a aussi l'appropriation, c'est-à-dire est-ce que cette desserte ferroviaire à grande vitesse conduit à des modifications de comportement des agents. Modification de comportement des agents, par exemple les entreprises qui vont remplacer des réunions à distance par des réunions en face à face une fois que la desserte TGV est arrivée. Et puis évidemment, dernier élément particulièrement important, les politiques d'accompagnement de cette desserte, dont on a vu qu'elles étaient de fait beaucoup plus difficiles dans les villes petites et moyennes. Ces politiques d'accompagnement sont centrales dans les effets possibles de la grande vitesse sur les dynamiques des territoires, des politiques d'accompagnement en matière d'intermodalité, des politiques d'accompagnement en matière de construction de logements, en matière de construction de bureaux. Et ces politiques, de fait, sont très inégales selon les villes. Autrement dit, et comme le disait Jean-Marc Hoffner en 1993, l'actuel directeur de l'agence d'urbanisme de Bordeaux, il n'y a pas d'effet systématique des LGV et des dessertes TGV. C'est ce qu'il appelait le mythe des effets structurants. Et je conclurai pour dire simplement que les interactions entre LGV et dynamique économique locale sont des interactions qui sont contextuée et qu'une LGV n'est pas le seul élément qui est susceptible de permettre une dynamisation d'un territoire, la mise en œuvre de projets urbains qui soient réussis. C'est un élément, mais il en existe d'autres. Et puis, il y a aussi une vie sans TGV. On a un certain nombre de villes qui ne sont pas desservies sur ligne à grande vitesse aujourd'hui, Orléans, Toulouse, et qui sont des villes qui, néanmoins, sont dynamiques. Et je vous remercie. Alors, nous allons effectivement parler des dynamiques locales de deux territoires au contexte assez différents, qui ont en commun d'avoir la LGV depuis juillet dernier. Bordeaux, tout d'abord. Jean-Christophe Chadançon, vous disposez d'un certain nombre de données territorialisées qui ne permettent pas de dresser un premier bilan, mais enfin qui parlent bien des dynamiques et de ce qui peut être accompagné par la LGV. Oui, tout à fait. Peut-être pour commencer, donner quelques données, parler de données liées à la compétition entre l'avion et la gare. Ensuite, on en déduira quelques éléments d'information sur l'emploi. Et après, on pourra s'occuper de ce qui est des logements et de la construction. Alors bien évidemment, ce que je vais dire est une illustration de ce qui a été dit là, à savoir que je vais vendre la mèche tout de suite. Effectivement, il n'y a pas un effet immédiat, il n'y a pas un effet direct, mais il y a une contribution de la LGV, de l'arrivée de la LGV, comme effet d'accélération d'un ensemble de dynamiques qui s'inscrivent dans un contexte bordelais, caractérisé par
à la fois une croissance démographique, hein, Alain Juppé l'a dit ce matin, hein, j'ai repris ces mots, ville en croissance démographique, et qui va continuer à grandir, donc c'est une ville qui a envie de grandir, qui assume politiquement le fait de grandir, et en plus de ça, effectivement, toute une série de projets, une diversité de projets, de sites de projets urbains. Pourquoi cette diversité? Pour justement arriver à répondre à cette croissance démographique. Il faut avoir en tête un chiffre très simple. Il y a 10 ans, 90% de la construction des logements neufs se réalisait dans le diffus et 10% dans les opérations d'aménagement. On est dans une situation maintenant totalement différente. On est à 50-50 à peu près. 50 dans les opérations d'aménagement. Donc ça témoigne bien d'une dynamique locale. Les OIM, l'OIN, des AC de Centrebourg, un PAE de Bordeaux-Lac, une diversité dans les modes de production qui marque ce dynamisme. Et ce dynamisme va s'ajouter à l'arrivée de la LGV. Voilà. Donc ça, c'est un constat global. Alors après, pour être un peu plus précis, sur la compétition LGV aéroport, j'ai cherché difficilement quelques chiffres. Du côté de l'avion, la destination Bordeaux-Orly, Bordeaux-Charles de Gaulle représentait fin 2017 sur l'année 1,5 million de passagers, avec une baisse déjà de 7% du nombre de passagers, ce qui fait qu'il y avait déjà un mini-effet de concurrence, mais qui va s'amplifier. Au même moment, les trains Bordeaux-Île-de-France, fin 2017, se situent à 2,7 millions, avec une croissance sur un an de 70% du nombre de passagers. Donc on a le train, 2,7 millions, en face l'avion, 1,5 million. Voilà, donc il y a une vraie compétition, même si l'avion ne va pas sans doute perdre à l'aéroport, puisqu'il a réussi les 1,5 millions, c'est qu'une partie de ses déplacements, il fait 6 millions de déplacements, et il a continué à augmenter ses déplacements, l'avion, comme à Nantes, comme ailleurs, en compensant par le low cost et le développement des low cost. Alors, que veulent dire ces chiffres? Ça veut dire que si on pose la question, y aura-t-il une attractivité de la gare en termes touristiques? Oui. Y a-t-il déjà un début d'attractivité en termes de passagers, en termes de volume de passagers? C'est indéniable. Est-ce que ça va être en compétition fragiliser l'avion? Pas forcément, puisqu'il compensera. Est-ce que quel profit peut tirer la gare et la ville de cet accroissement de passagers? Potentiellement, il est important. Toutes les conditions sont réunies, puisqu'il y a une opération d'intérêt national, c'est-à-dire qu'il y a un projet urbain, qui peut effectivement profiter de cette attractivité pour attirer sans doute des entreprises qui voudront ou qui ont des cadres qui ont besoin d'aller sur Paris ou sur l'Europe du Nord ou sur Charles de Gaulle, puisque c'est aussi intéressant de faire Gare Saint-Jean, Charles de Gaulle. Hein. Donc, il y aura sans doute une dynamique économique. Cette dynamique économique va, via l'implantation d'entreprises, elle-même donner un poids économique autour de la gare. Ce poids économique va attirer d'autres entreprises qui voudront bénéficier de cet effet de présence des entreprises. Voilà. Pour autant, est-ce que c'est une remise en cause de l'aéroport? Moi, je ne crois pas, notamment parce qu'il y aura un tramway qui va relier les deux, donc les effets vont se compenser. Mais on a plutôt, effectivement, un pôle économique nouveau qui est en train de se conforter. Alors, quelle incidence? Une autre enquête réalisée par l'agence a montré que quand on pose la question, plutôt quand on regarde où habitent les gens par rapport à un lieu d'emploi, on s'est rendu compte que lorsqu'ils habitent dans l'hypercentre, c'est-à-dire à l'intérieur de la rocade, hein, grosso modo, ils habitent à 6 à 8 km de leur lieu d'emploi. Ce qui veut dire que potentiellement, la gare, son aire d'attractivité pour des habitants, c'est-à-dire les territoires pouvant bénéficier de son attractivité se situent grosso modo à 6 ou 8 km. Ce qui fait beaucoup, hein, ce qui fait la partie sud, une partie de la rive droite, une partie du centre, une petite partie de l'ouest. Donc potentiellement, il y a un territoire important qui peut bénéficier de cette attractivité. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut tout de suite pondérer ce propos
en regardant une autre enquête où on pose la question aux habitants, aux mêmes habitants, on leur demande comment vous choisissez votre logement. Et on se rend compte que le premier motif, 44%, c'est le confort du logement, la qualité du logement. Le deuxième motif, c'est la proximité du lieu de travail, 23%. Ça, c'est très important, parce que ça veut dire qu'il ne suffit pas d'être à côté d'un lieu d'emploi, de son lieu d'emploi, pour décider et de choisir un lieu d'habitat. La question essentielle, c'est avant tout, est-ce que le logement qui m'est offert est de qualité? 10%, c'est la proximité des commerces, 6% le cadre de vie, transport collectif, 2%, la proximité d'un transport collectif. Voilà. Donc, premier enseignement, attractivité potentielle liée à cet emploi, potentiel sur une chalandise de 6 à 8 km. Encore faut-il que sur ces 6 à 8 km, il y ait la production d'une offre de logement attractive, parce que ça reste le critère principal. Donc vous voyez, c'est une réponse tout à fait pondérée. Voilà. Après, on a le deuxième sujet, je terminerai là-dessus, sur la construction, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe effectivement en termes de logement. Alors, on avait fait ce travail avec un cabinet qui s'appelle Oiseau Adéquation et la Urba, hein, pour contextualiser l'activité de la promotion immobilière dans ce contexte. Contexte bordelais, qu'on rappelle, 9000 habitants de plus par an depuis 2009. Donc ça veut dire qu'il y a une attractivité globale de ce territoire très forte, qui se traduit démographiquement par, et on le voit sur ce schéma, par plus 4% d'habitants sur Bordeaux, plus 8% sur rive gauche nord. C'est-à-dire que c'est l'ensemble du territoire qui a tendance à bénéficier de cette croissance démographique, et pas que la LGV, bien évidemment. Lorsqu'on regarde les chiffres de 2016, c'est-à-dire avant l'arrivée de la LGV en été 2017, on se rend compte que du point de vue de la construction du neuf, il n'y a pas d'anticipation à proprement parler de l'arrivée de la LGV, puisque les prix sont... la quantité plutôt produite est forte partout. Le secteur gare, c'est 1500 ventes, ce qui est quand même très en dessous de la rive gauche nord, 3300, de la rive gauche sud, 3500, de la rive droite, 2100. Donc vous voyez, il y a une certaine homogénéité territoriale de la production du neuf. Même chose sur les prix. C'est-à-dire que les prix sont élevés. Périmètre gare, on est à 3551 € du mètre carré, en moyenne. Donc, bien sûr, c'est un peu plus que les autres territoires, sauf Bordeaux, qui est à 3700. Alors, c'était en 2016. Hein. Mais grosso modo, retenons que les différences ne sont pas pertinentes et que, concernant les prix, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que l'agglomération dans son entier bénéficie de deux choses. Une démographie tonique, poussée par un solde migratoire, et par le nombre important de production et d'opérations de production de logements, un peu partout, même s'ils sont un peu plus sur Bordeaux, et qui bénéficient et qui portent le marché. Plus, sans doute, des anticipations des acteurs privés qui, pris dans l'enthousiasme de cette dynamique, ont tendance à vendre de plus en plus cher, même si ça commence à se stabiliser. Donc il y a cette dimension, effectivement, d'anticipation. Par contre, la seule chose qu'on voit, et là on pourrait parler d'un effet, peut-être, il faut être très précautionneux, LGV, c'est sur 2016, c'est dans le marché de l'ancien, où on voit effectivement que sur le secteur gare, on a des appartements qui se vendent à 2820 € du mètre carré, ce qui est au-dessus de la rive gauche nord qui est à 2300, de la rive droite qui est à 1800, et de la rive gauche sud 2300. Voilà. On a le même phénomène aussi pour les maisons, à 2900 € du mètre carré. C'est assez difficile à analyser, mais il semblerait qu'il y ait cette dimension d'anticipation qui est possible. Voilà, donc vous voyez qu'on est très mesuré et on peut dire, et on le répète une énième fois, mais il y a une dynamique globale et c'est vrai que la LGV apporte
un surplus de dynamisation des territoires, mais il faudra regarder sur plusieurs années, sur une dizaine d'années, pour voir comment les marchés continuent à se développer. Ce qui n'est pas du tout certain, est-ce qu'on arrivera à produire autant de neuf, premièrement. Et puis deuxièmement, on voit que ce qui compte aussi, c'est la congestion des différents systèmes de déplacement, et que quand on dit on habite à 6 ou 8 km de son lieu de travail, ça ne veut pas dire grand-chose. On habite surtout à 30 ou 40 minutes de son lieu de travail. Et donc la détérioration des conditions d'accessibilité peut modifier profondément l'attractivité des territoires. Mais grosso modo, disons que sur votre question essentielle, impact, non. Catalyseur, peut-être, sans doute, avec d'autres effets. Et je ne réponds même pas à la question catalyseur urbain, ça c'est évident, il y a une OIN, donc il y a une production originale, des tours en bois, un pont qui est assez inédit dans sa forme, dans son choix architectural. Donc ce sont des espaces aussi d'innovation programmatique, urbanistique, bien évidemment. Donc là, c'est aussi un catalyseur de projet, évidemment. Voilà, donc constat prudent, ce n'est pas la LGV qui fait tout, et les politiques d'accompagnement en faveur de la qualité urbaine sont quand même plus que nécessaires. Alors, politique d'accompagnement, on va voir qu'il y en a vraiment une assez volontariste du côté de Laval, qui est reliée à Paris en 70 minutes, mais aussi à d'autres villes importantes pour son développement. Alors, comment le territoire accompagne-t-il l'arrivée de cette LGV ? Merci. Donc, je suis Jean-Marc Beignet, directeur de Laval Mayenne Aménagement, qui est une société publique locale du département, de l'agglomération et de la ville de Laval. Donc, je vais pouvoir illustrer les propos de Mme de Laplace sur ce qu'est une ville moyenne, puisque la ville de Laval, c'est 50 000 habitants au cœur d'une agglomération de 100 000 habitants, qui se situe à équidistance entre Rennes et Le Mans. Alors effectivement, l'arrivée de la LGV, ça nous a rapprochés de Paris, puisque la ville de Laval aujourd'hui est à 70 minutes de Paris. Donc c'est un effet d'attraction et d'attractivité indéniable. Néanmoins, ce que nous mettons en avant, c'est plutôt le rapprochement du système métropolitain, puisque aujourd'hui la ville de Laval est réellement connectée à l'ensemble des métropoles de l'Ouest, Rennes, Angers, Le Mans qui était déjà connecté, Le Mans, Angers et Nantes, puisque l'arrivée de la ligne à grande vitesse ouest s'est accompagnée d'un barreau, ce qu'on appelle le barreau, la virgule de Sablé, qui permet aujourd'hui de connecter Laval à ces métropoles des Pays de la Loire. Donc aujourd'hui, ce que nous mettons en avant dans notre stratégie de communication et de commercialisation, c'est plutôt un rapprochement de la ville de Rennes, de la métropole rennaise, puisque la ville est à 23 minutes de Rennes, avec plus d'une vingtaine de liaisons quotidiennes. Madame de Laplace parlait tout à l'heure de l'offre de services. Aujourd'hui, Paris, c'est 8 allers-retours quotidiens. Donc finalement, le vrai enjeu pour la ville de Laval, c'est le rapprochement de la métropole rennaise. Alors bien entendu, l'arrivée de la LGV était un effet aussi catalyseur, une brique pour la politique de développement et surtout de renouvellement urbain de la ville de Laval, qui se traduit selon 3 opérations d'aménagement d'ampleur. La première qui est celle sur la gauche, qui est une ZAC de 36 hectares, une ancienne caserne militaire de 50 hectares libérée par l'armée en 2010, qui constitue une réelle opportunité pour le territoire, puisque nous sommes intra-rocade, pour constituer un réel quartier, un écoquartier, avec 3 grands secteurs principaux, du logement bien entendu, puisque l'objectif c'est de ramener aussi de la population en centre-ville, de l'administratif, des grands équipements et tout un ensemble de formations sur la santé et le vieillissement. Deuxième grande opération, c'est l'hypercentre de Laval, avec une opération appelle Cœur de Ville. Laval fait partie des 222 villes qui vont bénéficier du plan gouvernemental de revitalisation des centres-villes. Donc avec une opération d'ampleur pour le maintien et le développement des commerces, mais aussi sur l'habitat et le patrimoine. Et puis le troisième secteur de développement, c'est celui qui nous occupe aujourd'hui, c'est la ZAC Laval Grande Vitesse, une ZAC de 18 hectares qui s'étend de part et d'autre de la voie ferrée, sur des terrains qui, pour certains, sont déjà acquis auprès de la SNCF, puis d'autres le seront prochainement
au gré de la commercialisation et du développement, hein, puisque nous sommes sur une ville moyenne, donc avec une commercialisation qui va s'étaler dans le temps en fonction des besoins des éventuels et des futurs clients, donc habitants, entreprises et services. Donc la partie qui nous mobilise aujourd'hui, c'est la partie sud des voies ferrées, avec une ZAC qui a été concédée à la SPL, avec une maîtrise d'œuvre qui est celle de l'agence Richet de Paris avec Artelia, qui a conçu un plan guide évolutif en fonction des besoins de commercialisation et des besoins des clients. Donc vous voyez sur la partie programmation, c'est une ZAC qui à terme accueillera à peu près 1000 à 1100 logements, 40 à 50 000 m² de bureaux, de l'hôtellerie, des résidences et des services d'équipement. Donc à l'échelle de la ville de Laval, c'est une ZAC qui va occuper à peu près une vingtaine d'années de développement et de renouvellement urbain. La particularité de cette ZAC, c'est qu'elle accueille en son sein un pôle d'échange multimodal, bien entendu des services liés à la mobilité autour du parvis, puisque ce pôle d'échange multimodal a fait l'objet d'un protocole signé de la SNCF, de la région, du département, de la ville, de l'agglo, de l'ensemble des partenaires agissant autour de la mobilité et du développement, avec plusieurs objets qui vont participer de cet effort sur l'intermodalité, à la fois le réaménagement complet du bâtiment voyageur par la SNCF, le réaménagement, je vais peut-être montrer des photos, le réaménagement complet du parvis de la gare, avec un effort fait pour libérer la place pour les piétons, les deux roues, puisque nous avons aussi une offre de services de vélos en libre service, des vélos assistance électrique, les taxis, les bus, donc pour rendre cet espace au maximum pour les piétons, les deux roues. Donc ça, c'était le premier chantier qui a commencé fin d'année dernière et qui sera terminé d'ici quelques semaines. Le deuxième élément, c'est une gare routière pour libérer la gare routière présente actuellement dans le centre-ville de Laval, donc pour déplacer cet équipement au plus proche du bâtiment voyageur, avec 6 quais qui viendront prendre place au sud des voies ferrées, plus 2 au nord, pour éviter les traversées des bus sur un pont qui enjambe les voies ferrées. Donc vous voyez quelques photos des espaces publics et de la gare routière qui ont été conçus par l'agence Richet, donc qui seront livrés très très prochainement. Troisième élément de ce pôle d'échange multimodal, c'est la création d'une passerelle piétonne de 8 mètres de large, donc une réelle liaison entre un quartier d'habitat social et la Technopole au nord vers le bâtiment voyageur, donc conçu par Dietmar Fechtinger, donc qui a été mis en service en fin d'année dernière. Et puis donc un autre élément qui est autour du parvis, c'est peut-être revenir sur la photo d'avant, donc c'est sur la partie nord, donc la réalisation prochaine d'un ouvrage, un parking de 300 places au nord des voies ferrées, complètement connecté à la passerelle. Alors bien entendu, les premiers impacts se font sentir, mais de manière plutôt timorée. Le premier, c'est les impacts sur les déplacements. Je n'ai pas évoqué tout à l'heure sur la première diapositive, mais c'est 20% de voyages en plus depuis l'ouverture de la LGV en juillet 2017, donc c'est déjà un effet important sur la mobilité. Peu d'impact à ce jour sur l'immobilier, sur les prix. Vous évoquiez tout à l'heure des prix sur l'immobilier bordelais. Bien entendu, les prix lavallois sont bien inférieurs, donc il n'y a pas eu d'effet d'augmentation des prix de l'immobilier. Néanmoins, nous avons constaté une arrivée de nouvelles populations, à la fois des jeunes seniors, mais aussi des jeunes actifs qui souhaitent bénéficier du train pour pouvoir se rendre facilement dans les métropoles régionales. Ensuite, sur les développements tertiaires, alors on est aussi très prudent. On sait très bien qu'on ne va pas attirer de grands sièges sociaux parisiens qui viendront se délocaliser à Laval. Néanmoins, nous avons de belles entreprises, mais aussi dans l'agroalimentaire, dans l'électronique, dans l'automobile, qui ont aussi des besoins d'avoir des bureaux à proximité de la ligne à grande vitesse. Peut-être un point sur un enjeu d'attractivité qui est forcément et qui doit être forcément partagé par l'ensemble des acteurs. Ce n'est pas uniquement une politique publique, elle doit être partagée par l'ensemble des acteurs privés. Donc un club LGV qui a été mis en place pour bien préparer l'arrivée de la LGV, le MEDEF, Laval Virtual, puisque vous le savez, Laval est la capitale mondiale de la réalité virtuelle. Actuellement a lieu le salon international sur la semaine.
Je vous montrerai tout à l'heure une petite vidéo qui présente comment nous pouvons nous appuyer sur les outils numériques pour aussi offrir des images et des sujets adaptés pour promouvoir et rendre attractif le territoire. Alors pour accompagner le sujet de la mobilité, bien entendu, il y a des sujets de développement et de renouvellement urbain, avec des opérations immobilières qui vont se tenir autour du parvis de la gare, avec plusieurs opérations déjà engagées. Une première qui est un immeuble tertiaire de 5000 m², conçu par l'agence Vasconi avec les promoteurs Nexity et Arprom, pour concevoir un immeuble, un centre d'affaires, pour une entreprise mayonnaise qui souhaite implanter des espaces de coworking et un centre d'affaires au plus proche de la gare routière et de la gare TGV. Un deuxième îlot qui est l'îlot Magenta, qui est conçu par Reichen et Robert avec Duval Développement, avec un projet d'hôtellerie, 75 chambres et un immeuble de tertiaire de 2000 m². Donc il va prendre également part le long du parvis de la gare. Et puis un troisième îlot qui nous mobilise actuellement avec Adim pour concevoir 7000 m² de tertiaire, une résidence étudiante et 35 logements collectifs. Donc vous le voyez, un certain nombre d'opérations qui sont déjà enclenchées et qui vont permettre d'accompagner l'arrivée de la LGV pour le territoire.